Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de The Strategic Mindset. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Yassine Mejdi, qui est le directeur de la publication du magazine Tel Quel et du site web d'information telquel.ma. Sur un sujet particulier, on va commenter la récente victoire de Donald Trump aux dernières élections présidentielles américaines, mais aussi l'impact que cela aura par rapport à nos relations, les relations maroco-américaines. Dans cet épisode, on va aborder un certain nombre de sujets. Par exemple, quelles ont été les stratégies gagnantes pour le candidat ou l'ancien président, mais aussi quelles ont été peut-être les erreurs en termes stratégiques pour la candidate Kamala Harris. Et on va parler aussi, on va faire légèrement un peu de prospective, quelles sont peut-être les bonnes démarches stratégiques à adopter de la part de la diplomatie marocaine pour ce nouveau mandat. Bonne écoute! Yassine Mejdi, bonjour. Bonjour Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de C'est un m'accueillir. véritable plaisir. C'est l'occasion aujourd'hui de discuter d'un sujet un peu passionnant, une campagne qui a été passionnante pendant plusieurs mois, avec un résultat attendu, inattendu, on verra pendant cet épisode. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un peu te présenter, parler un peu de ton parcours, voilà, ton rôle dans la rédaction de Tel Quel, de cette organisation, et puis tu m'as dit que tu travailles sur des sujets bien spécifiques par rapport à la diplomatie marocaine, et notamment tu as été acteur ou observateur des coulisses et des échanges diplomatiques entre le Maroc et les États-Unis. Est-ce que tu peux d'abord nous parler un peu de ça? Je suis Yassine Mejdi, je suis directeur de publication du magazine Tel Quel et du site telquel.ma. Ça fait à peu près maintenant 10 ans que je suis journaliste et j'ai évolué surtout au sein de Tel Quel. J'ai travaillé d'abord au lancement de l'équipe du site web telquel.ma. On s'est lancé en 2014, donc ça fait ça fait plus de 10 ans maintenant. Et aussi au fur et à mesure, parce qu'on a fusionné un peu nos activités à Tel Quel, telquel.ma et Tel Quel le magazine sont devenus une seule et même rédaction. Donc au fur et à mesure, j'ai, on va dire en quelque sorte, pris les choses étape par étape jusqu'à ce que je devienne directeur de publication l'an dernier. Et en termes de spécialité, bien sûr, j'ai un intérêt certain, ou en tout cas la chose pour laquelle je me suis vraiment passionné ces 10 dernières années, c'est l'évolution diplomatique, le Maroc dans ce monde et son évolution dans ce monde, et notamment bien sûr qu'il y a un prisme, nous, quand on traite la diplomatie et quand on traite la diplomatie marocaine, c'est l'évolution du dossier du Sahara. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et sur laquelle j'ai... Et bien sûr, qui dit dossier du Sahara dit automatiquement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui sont les élections américaines et justement la politique américaine sur ce dossier. Excellent, excellent. Et justement, on va parler de ce prisme-là et de la première cause nationale, notre première cause nationale. Mais avant tout, vu qu'on va parler du rôle majeur de la puissance américaine par rapport à ce dossier-là, juste avant, parlons justement du résultat de ces élections. On est en train d'enregistrer après, quelques jours après donc la victoire définitive, triomphale, on peut le dire, de Donald Trump. On sait qu'un peu, lorsqu'on a suivi un peu la campagne lors des derniers mois et des dernières semaines, on a annoncé des résultats très serrés hein, jusqu'au dernier jour. On disait que les sondages étaient très serrés, on n'est pas sûr. On prédisait une victoire de Kamala Harris, celle de Donald Trump. Finalement, c'est un véritable triomphe. Victoire par rapport aux grands électeurs, victoire en termes de nombre de voix, ce qui manquait à Donald Trump en 2016 face à Hillary Clinton. Victoire du Sénat, donc majorité républicaine au Sénat, au Congrès. Triomphe total, vague rouge républicaine totale, on peut le dire. Par rapport à ça, moi, je suis assez curieux parce que il y a eu deux stratégies différentes par rapport aux candidats. Voilà. On peut parler tout d'abord de la stratégie gagnante de Donald Trump, mais aussi de l'échec de Kamala Harris. On a vu deux approches différentes. Il y a eu deux angles de vue. On a dit que lors de la campagne, c'était la campagne, une fracture sociétale entre un discours très orienté, très masculiniste vers les hommes côté Donald Trump et un autre très orienté justement pour mobiliser l'électorat féminin. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Est-ce que tu peux me donner d'abord ton avis, commençant par Kamala Harris? Kamala Harris,
c'est assez curieux. Hein. On a l'impression, voilà, il y a un contexte particulier, retrait de Joe Biden, c'est une situation presque assez inédite hein, par rapport à l'actualité américaine. Donc choix par défaut, on va dire presque, vu que c'était la vice-présidente, donc pas de campagne, enfin pas de convention, enfin en tout cas de primaire démocrate. Donc Kamala Harris vient et sa stratégie, honnêtement, là avec du recul, assez floue. Elle fait campagne un peu à la droite du Parti démocrate. Oui, elle parle des frontières assez dures, politique très dure par rapport au Moyen-Orient, ce qui lui a coûté beaucoup de voix, notamment le vote arabo-musulman dans le Michigan. Elle met en avant Liz Cheney dans le passé du paternel n'est pas forcément le plus aligné peut-être avec ce que, en tout cas l'image que veut donner le Parti démocrate. Pourquoi? Pourquoi à ton avis pourquoi avoir adapté ces stratégies et quelles sont selon toi les causes peut-être de cet échec, tout d'abord par rapport à la candidate démocrate? Sur ces aspects-là, on a l'impression qu'elle n'avait pas un cap clair, contrairement à son rival. On en parlera par la suite. Je pense que c'est ce qui ressort effectivement dans ce que tu dis. Pardon, d'ailleurs, on peut se tutoyer. Ouais, Pas de ouais, problème. C'est le format du podcast, n'est-ce pas? ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, pardon. Donc, par rapport à ce que tu dis, justement, je pense que Kamala, justement, a cherché à un peu faire une campagne classique et compenser des manquements en s'étalant un peu partout. Ça veut dire qu'on l'a vu à la fois, en tout cas si on se met sur le spectre américain, pas sur le spectre que nous on conçoit dans notre vision un peu européano-centrée, mais quand elle était soit partie à l'extrême gauche, soit partie au centre et un peu trop à droite pour le Parti démocrate. Hmm. Je pense aussi que ce qui s'est passé, ou en tout cas le manquement dans la campagne de Kamala, c'est justement Trump a fait du Trump. Kamala n'a pas fait du Kamala. Exact. Ouais, ouais. Il est un peu peut-être là le défaut. C'est en voulant s'étaler un peu partout, elle a perdu ce qui faisait un peu sa nature et ce qui aurait pu lui apporter du soutien. Oui, tout à fait. Elle est l'incarnation d'une certaine idée de l'Amérique, c'est la migration. Son père est jamaïcain, sa mère est d'origine indienne. C'est des choses où justement qu'elle avait déjà pour acquis, elle aurait pu soit décider de renforcer dessus, mais c'est pas un choix qu'elle ait décidé de faire. Oui. Elle a voulu se présenter un peu plus à droite, essayer de jouer sur le côté dossier clé que Trump a parfaitement exploité, c'est celui de la migration par exemple. Oui. Elle a essayé de se positionner dessus. Peut-être qu'elle aurait gagné à... je pense que la campagne que Kamala Harris a fait était un peu trop centrée sur le mindset, on va dire, des États côtiers, Oui. et pas assez sur l'Amérique profonde, tout simplement, Tout à et fait. celle qui aurait pu lui ramener les votes, notamment les swing states, dont Tout à fait. certains étaient démocrates à la base, mais qu'elle a fini par perdre. Oui, tout à fait. Parce on avait l'impression il y avait cette perception, bon, par rapport à certains swing states ou des États où il y a un électorat ouvrier assez important, Pennsylvanie, Michigan, autres, qui eux ont basculé justement, la classe moyenne ont vu qu'à basculé côté Trump, parce que c'est un candidat qui leur parle, il parle leur langage, il a parlé d'inflation, il a parlé de pouvoir d'achat, de taxes, c'est quelque chose qui leur parle. Tout le temps, elle, on a l'impression qu'elle est partie un peu à droite, mais elle a conservé cette image à droite, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à percer. Du côté républicain, elle a gardé cette image de candidate woke, etc. Elle a essayé de faire, toute comparaison gardée du en même temps que du entre-deux, mais sans aboutir forcément, en tout cas, elle a ce résultat. Donc c'est assez C'est étonnant. un peu le côté en voulant être partout, on finit nulle part en fait. Exact, ouais. Il y a ce côté-là. Et bien sûr, elle a cherché à s'attribuer, et c'est normal, elle était dans cette administration-là. Mais les mérites, justement, il y a quand même, faut pas se mentir à ce niveau-là. Il y a un certain mérite économique dans l'administration Biden. Il y a une croissance qui a repris. Il y a des millions d'emplois qui ont été créés. Je pense que Oui, sur tout le mandat Biden, on parle de 16 millions d'emplois créés, oui, ce qui est quand même un chiffre considérable. Mais là où peut-être elle n'a pas cherché, c'est peut-être toucher dans l'affect des gens. Parce que certes, on voit les emplois créés, la croissance est là, les statistiques sont là pour le montrer. oui, Mais il y a aussi un renchérissement du coût de la vie. Et là où par contre, justement, tu l'as très bien dit, Trump a parfaitement su exploiter ça. oui, Ce côté, les Américains ressentent leur niveau de vie décroître et justement périr, en tout cas leur pouvoir d'achat périr.
quand Kamala Harris a pu jouer sur du sentiment, des grandes idées, je maîtriserai la frontière, je libérerai, enfin en tout cas, bien sûr, et c'est un combat noble aussi à ce niveau-là, lutter pour l'avortement, lutter pour, en tout cas, reconnaître l'avortement, le droit des femmes à l'avortement. Bien sûr que ce sont des combats nobles, mais je pense qu'ils n'étaient pas en tête de liste Des priorités. des priorités, pas du camp démocrate, mais plutôt de cette population qui était dans l'entre-deux et qui n'est pas très impliquée politiquement et qui, en quelque sorte, s'en fiche de la politique, mais a fini par voter Trump. C'est clair, c'est clair. A contrario, justement, Trump, lui, bah, tu l'as dit tout à l'heure, Trump a fait du Trump. Et contrairement à ce qu'on pense, alors, il y a plusieurs moments, c'est vrai, dans la campagne, il y a le fameux, c'est complètement hallucinant, on vit à une époque où l'actualité s'enchaîne à une telle vitesse qu'on oublie certaines choses qui sont complètement incroyables. La tentative d'assassinat, donc on disait que l'élection était pliée par rapport à justement cette émotion populaire qui était captée. Puis après, Biden qui se met en retrait, donc qui relance un petit peu complètement la campagne. À un moment donné, on avait un certain doute pendant l'été. Est-ce que la stratégie, l'adaptation de la stratégie de Trump est adaptée? Et puis, bon, finalement, par rapport à son mindset, sa stratégie, il a été authentique avec lui-même. Il a fait du Trump, comme tu dis. Un discours très clair, attaquer la question migratoire, la question du pouvoir d'achat, mais tout en s'adressant à un public très, on va dire, voilà, très masculin. Et c'est intéressant parce que ça lui a permis une percée, notamment dans ces swing states, par rapport aux électorats de minorités, les minorités aux États-Unis, y compris donc la minorité afro-américaine et hispanique, masculine, arabo-musulmane aussi, par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, qui s'est orienté vers lui. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, quelles sont peut-être quelle est peut-être la recette de ce cocktail gagnant de Donald Trump? Je pense qu'il y a une communication ultra efficace. Bon, par exemple, on a vu, je pense que c'était la veille ou l'avant-veille du vote, Kamala Harris est passée chez Ellen DeGeneres. Oui. Show ultra bon, show qui est reconnu dans le paysage audiovisuel américain, Ellen à sa place, etc. Mais c'était justement un peu l'incarnation du pouvoir en place, même médiatiquement. C'est-à-dire que passer sur les canaux traditionnels, avoir le soutien, bien sûr, indirect. Bon, cette année, ils n'ont pas vraiment soutenu, mais il y avait quand même un alignement des vues avec les grands médias, NYT, Washington Post, etc. Quand Trump, lui, a décidé de miser un peu sur ce qui est le contre-pouvoir, même médiatique. Oui. Par exemple, un Trump qui passe chez Joe Rogan. Joe Rogan, rien que sur Spotify, c'est 18 millions d'abonnés. Alors, je n'imagine même pas les chiffres sur YouTube, où on peut le voir. Il a choisi les vrais bons canaux et ceux qui touchent directement cette population de laquelle tu parles. Exact. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que sur un angle de stratégie de communication politique, je pense qu'on est un shift total par rapport à cela. Ça a commencé en 2016 où il avait déjà choisi de faire un peu, d'attaquer les médias mainstream. Oui, bah. On se souvient du public, si je peux utiliser le terme de CNN Sachs, etc. Donc complètement anti-système. L'influence un peu de Steve Bannon derrière aussi à l'époque. Tout à fait à l'époque. Là, on percevait une certaine sagesse, c'est-à-dire enfin, un changement, enfin, dire, c'est l'expérience en fait du président candidat par rapport à ses précédents échecs. Mais, comme tu le dis, c'est là où ça m'a étonné aussi côté démocrate. Tu as parlé de, voilà, elle passe sur le show d'Ellen DeGeneres, le soutien de Lady Gaga, etc. Et j'ai l'impression qu'ils étaient aveugles par rapport au changement de la perception de la population, notamment la nouvelle génération actuelle, qui s'éloignent de la télé, qui vont sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur les podcasts, etc. Je vais me permettre de faire une digression. On est en pleine affaire, ça a intéressé. Il y a énormément de vues sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui s'est passé avec l'affaire P. Diddy, etc. Et ça, c'était illustratif de cette espèce d'establishment, pas forcément médiatique, mais on va dire de pop culture médiatique, mais qui a son extension sur des personnalités comme Lady Gaga, comme Ellen et tout. Mais les démocrates se sont inscrits dans ça, alors que Trump, il est parti sur un peu, je dirais même plus que c'est des émissions anti-système, c'est juste, si on peut dire, c'est la nouvelle contre-culture.
C'est ça. Voilà, incarné par, comme je dis, des podcasts par Joe Rogan. Et ça s'est vu même dans les résultats. Dans le camp patron, il y avait qui? Il y avait Dana White de l'UFC. Donc voilà, candidat voilà, avec un côté très viril qui parle justement de cette nouvelle génération, notamment de voteurs masculins américains, et même des minorités américaines. Le soutien d'Elon Musk, le côté même culture et tech qui font rêver une nouvelle Il y a génération. du Elon Musk, il y a aussi Ouais. du Adin Ross, qui est à la base un streamer gaming, qui lui s'est rallié à Trump et a fait un stream, je crois, C'était pas sur Twitch d'ailleurs, parce qu'il est banni de Twitch, Oui. mais sur Kick, avec Donald Trump. Il y a aussi il y a des personnalités comme Andrew Tate aussi qui sont associées à ça. Ouais, tout à fait. Et tout ça a touché cette audience et cette population de laquelle tu parles. Par exemple, il ne faut pas se mentir sur le fait que les deuxième, troisième générations d'Américains latinos qui sont installés aux États-Unis n'ont pas la même sensibilité par rapport aux questions migratoires que peut-être leurs parents ou leurs grands-parents avant eux. Tout à fait. Pour eux, ils sont pour la politique adoptée par Trump qui consiste à barrer et à fermer les Exact. frontières. Tout à fait. Donc, il a su les toucher à travers ça, Mm. passer par ces canaux que sont justement Adin Ross, Elon Musk, Joe Rogan. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, ça va être l'objet peut-être d'un podcast un peu plus détaillé plus tard, mais même le paradigme de la communication politique a effectivement changé. On est passé, peut-être depuis 2016 et maintenant accentué un peu plus, où peut-être tu pourras en parler parce que tu es journaliste dans le milieu médiatique, où les médias dits mainstream ont beaucoup plus de difficultés par rapport à ces médias alternatifs qui ont leur pas aujourd'hui. Les podcasts, bon, on y est. Les posts citoyens ou les nouveaux influenceurs sur X, TikTok, etc., qui ont des percées, c'est-à-dire avec des messages précis, qui touchent l'émotion, autres, l'espèce de pathos, voilà de cet électorat. Qu'est-ce que tu en Pour moi, penses, c'est même toi un qui peu- es dans le milieu Pour médiatique, moi, c'est même un peu effectivement. plus simple, tu sais. Il y a ce côté. La campagne de Donald Trump a beaucoup joué sur l'image. Hmm. Et bien sûr, on en parle hein, quand on fait du podcast, quand on fait du TikTok. On aime bien jouer sur ce petit côté format de 50 secondes qui impressionne avec une punchline qui envoie du lourd. Exact. Et ça, Trump a su parfaitement en jouer. Hein. Mm. Et il y a aussi quand même cette image. En fait, Elon Musk, enfin plutôt Donald Trump a compris la culture d'Elon Musk justement et de la culture Internet du moment. Je pense qu'il a agi dans la culture du troll. Et c'est ça qui est un peu fantastique dans sa campagne. C'est-à-dire que quand Joe Biden à un moment avait comparé je crois, les soutiens de Trump à des poubelles ou des choses comme ça, le lendemain, tu as Donald Trump qui met une jaquette déboueur et qui est dans un camion déboueur. Exactement, c'est ça. Et on le voit. Exactement. Et Elon Musk retweet, bien sûr, mais justement en disant what a troll, tu vois, parce qu'on est dans la culture du troll. Du troll, ouais. Et Internet, et on est dans une ère d'Internet où on est tous. On joue quand même tous un peu de ça. On joue de l'anonymité dont on peut profiter sur Internet parfois pour pouvoir troller. Oui. Même quand on n'est pas anonyme, on aime bien troller. Oui. Il a su parfaitement jouer de ce côté caché, un peu qu'on garde pour soi et qu'on n'aime pas trop exprimer sur la sphère publique. Exact. Et il en a joué à fond. Oui, totalement. Kamala a dit qu'elle travaillait à un McDo. Très bien, je vais aller au McDo le lendemain Et et je vais venir en employé de McDo et servir des burgers aux gens. c'est ça. Et on l'a vu même aux ultimes, juste avant le vote final, avec l'histoire de l'écureuil euthanasié aussi. Qui aurait pu penser cela? On a transformé un écureuil en cause nationale. Hein. Exact. C'est quand même. C'est incroyable. Faut resituer le Et contexte. ça n'aurait pas été possible, imaginons juste il y a 15 ans, avec les médias classiques, ça n'aurait pas été possible. Mais avec la nouvelle culture Internet, ça a créé, avec la viralité, les memoirs, toutes les reprises par rapport à ça, c'est devenu effectivement, comme tu dis, une cause nationale. Ouais. Et je pense sincèrement que ça peut profiter aux démocrates. Ils ont perdu beaucoup de voix par rapport à cette histoire d'écureuil vers la fin aussi. Ouais. Non, clairement. Non, justement, et je pense qu'il y a ce côté-là. On a trop joué, et justement, c'est ce que je essayais de dire un peu tout à l'heure quand je parlais de campagne traditionnelle. Ah, venez, on va compter sur l'appui des stars, on va ramener Hollywood. Très bien, Eminem, tout ce que vous voulez. Mais au final, les gens ne retiennent que le petit 50 secondes, la punchline qui envoie du lourd. C'est ça.
Et c'est ça, en fait, sur quoi Trump a vachement joué, et bien sûr, avec un soutien monstre de Elon Musk, Oui. qui a créé une page America dédiée qui Mm. faisait campagne, avec, je crois, des chèques de 1 million de dollars qui étaient donnés dans les swing states pour ceux qui s'engageraient à À signer une soutenir, à pétition signer une où pétition. c'était très limite. Très dodgy, hein, on est vraiment dans les limites là. Ouais, Mais, ouais, mais il y a eu de ça. Ouais. Ils ont su jouer sur ces lignes que personne n'a exploitées auparavant. Oui. Ou en tout cas que ceux qui ont tenté d'exploiter avant ont fait très mal, hein. Mm. On a vu dans d'autres élections des candidats tenter le TikTok, mais lui, il le fait très bien. Il a ce côté punchline et un peu troll Mm. qui a parfaitement séduit cet électorat. Et je t'ai dit aussi, surtout je pense qu'on est dans un switch générationnel aussi, Oui. où on a un public, ou en tout cas des votants de deuxième, troisième génération latino, beaucoup moins sensibles à ces questions-là. Et on est plus dans le soutien de l'entrepreneur testostérone, un peu. Tout à fait, Il y a tout ce à côté-là, fait. hein. Et à l'écoute aussi du discours anti-woke, etc., qui Exact. touche voilà, à l'électorat hispanique ou arabo-musulman, qui peut être, justement, c'est un profil donc qui est à l'écoute en général, hein, cadre, ouvrier ou travailleur, donc pour qui le travail c'est très important, donc pas payer beaucoup de taxes aussi, pour lui le pouvoir d'achat important, et en même temps sur les questions sociétales, et à l'écoute de ce discours très viril, anti-woke, etc. Et ça, j'ai l'impression que le Parti démocrate, qui a déjà perdu, comme beaucoup de formations dites de gauche aussi à l'international, avec le shift de la mondialisation, perdu l'électorat ouvrier de plus en plus, et donc se concentre sur les minorités, a raté peut-être ce virage en termes de mindset par rapport à ces Et même en minorités-là. voulant toucher les minorités, ils l'ont mal fait, tout simplement. Oui. Euh, on sait que Trump a une certaine proximité, bah, son passif, son premier mandat l'a montré, avec Israël. Mm. Typiquement, quand Kamala Harris avait une base démocrate qui aurait pu davantage s'inscrire en soutien de la question palestinienne, Oui. bah, même, par exemple, s'inscrire ou se marquer une position claire par rapport à la cause palestinienne et le drame qui se passe à Gaza, aurait pu lui donner des voix. Oui. Mais elle n'a même pas choisi de faire ce choix-là. Mm. Alors que la position de Trump sur la résolution de cette question, Elle est claire, hein. elle n'est même pas claire. Mm. Bah, tout simplement, on lui a posé la question pendant l'été, il me semble, c'était de lui dire est-ce que vous envisagez la création, en tout cas l'établissement clair d'un État palestinien? Où Trump répond on verra bien. Mm. Donc, D'accord, ok. Oui. elle n'a même pas su profiter des hésitations que Trump aurait pu afficher et en Ouais, tout tentant à fait. d'ouvrir davantage la Tout à fait. position du Parti démocrate. Tout à fait. Et oui, effectivement, on l'a retrouvé bon, en soutien très fort d'Israël pendant un certain moment de la campagne. Tout un certain moment, il y avait une image emblématique où il allait à un combat UFC de MMA et il se retrouve avec, pareil, on est sur cet angle très discours viril et tout, il parle avec Khabib, donc l'ancien Nurmagomedov. Nurmagomedov, voilà, qui lui dit Président Trump, est-ce que si vous revenez, vous allez aider les Palestiniens à arrêter la guerre? Il lui dit oui, je vais arrêter la guerre. À Gaza, très clairement. Et il lui dit merci, monsieur le président, on est avec vous. Mais rien que cette image, de même s'il a dit le contraire peut-être voilà, en campagne, a joué clairement par rapport à un certain électorat. Ça s'est vu dans le Michigan, justement, qui est un bastion de la communauté syro-libanaise, arabo-musulmane et tout, qui s'est mobilisé pour Donald Trump, parce qu'ils ont dit que les démocrates ont été trop mous ou complètement absents, justement, par rapport à une intervention pour stopper le drame à Gaza et au Liban. Après, il a un passif de dealmaker, hein, on ne peut pas lui retirer ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, dans son style, Oui. dans son style. Par rapport à ça, justement, donc évolution, ça c'est sûr, changement de paradigme par rapport à la communication politique, mais dans le style Donald Trump, à ton avis, par rapport à ce nouveau mandat, avant de passer effectivement sur l'impact que ça pourrait avoir pour la diplomatie marocaine, à ton avis, quel sera son style pour ce second mandat, qui à mon avis, enfin en tout cas personnellement, sera différent du premier? Oui, il sera certainement différent du premier. Je pense, mais tu me diras ta vision des choses, qu'il ne refera pas certaines erreurs du premier mandat. Il y aura peut-être un peu plus de sagesse. Et moi, je parle surtout par rapport au conseiller. Là, il vient de confirmer sa chief of staff.
bon, premier mandat, on se souvient, il y avait énormément de C'est turnover. une mamie, la chief of staff, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Qui apparemment bon, a bien structuré sa campagne. Et Oui, puis une républicaine classique par là, cet électorat. bien sûr. Donc, à ton avis, continuité, quel goût, plutôt quelle couleur aura, à ton avis, ce second mandat? Est-ce qu'on imagine, par exemple, on n'a pas trop vu dans la campagne, ou en tout cas, elle était là, mais un peu de loin, sa fille, Ivanka Trump. Est-ce qu'on peut envisager un retour de Jared Kushner comme conseiller? Comment tu vois peut-être ce second mandat? 4 ans, c'est très court, mais c'est en même temps très long pour le président de la première puissance mondiale, à ton avis? L'entourage a quand même pas mal changé. On va juste se concentrer sur les proches. Oui. Jared Kushner n'a pas affiché une intention de revenir ou d'accompagner son beau-père à la Maison Blanche. Oui. Idem pour Ivanka Trump. Là, on voit plutôt d'autres fils et filles, enfin, famille étendue bien sûr de Donald Trump. Je crois qu'il y a Donald Jr. Il y a aussi Eric et je crois surtout sa femme Lara qui est devenue vice-présidente du Parti républicain. D'accord. Donc maintenant, il y a quand même, ils sont inscrits dans le côté organisationnel du parti aussi. Bon, un peu plus loin, il y a aussi Barron et justement toutes les recommandations réseaux sociaux. Pardon, entre parenthèses, Barron, qui était une des figures justement de cette culture même qu'il a fait élire. Bon, voilà. Donc dire que tout le monde a un rôle à jouer Dans la famille Trump. la famille Trump, ouais. Après, ça s'inscrit vraiment dans la logique américaine. Hein. Si on jette un petit coup d'œil au président élu, il y a une saga des Bush. Il y aura peut-être une saga des Clinton avec Chelsea. Pourquoi pas une saga des Trump? C'est le syndrome cliché de Dallas. Exactement, l'univers impitoyable. C'est ça. Non, mais pour revenir à ça, justement, l'entourage a changé. Oui. Et l'entourage est un peu protectionniste au niveau commercial. Oui. Et aussi, on ne sait pas vraiment comment il va s'exprimer en termes de politique internationale. Si on avait le passif justement de Jared et Ivanka qui donnait un peu une idée de ce que ça va donner. Maintenant, on a Elon Musk. Et Elon Musk, par exemple, c'est peut-être... je crois que Donald Trump l'avait dit d'ailleurs, je ne peux pas être aussi offensif en disant qu'il ne pouvait pas être aussi offensif sur les voitures électriques parce qu'il y a Elon quand même avec lui. Et Elon Musk a des usines à Shanghai. Donc je ne pense pas... Je pense que le relationnel, typiquement, le confrontationnel auquel on aurait pu s'attendre, par exemple, sur États-Unis-Chine, va être un peu plus nuancé. Surtout que Donald Trump est dans une optique de limiter les dépenses, ou en tout cas demander plus aux partenaires traditionnels. Je lisais des articles hier justement qui parlaient de ça. On a par exemple, je crois que la Corée du Sud, en anticipation de l'arrivée de Trump au pouvoir, a renouvelé en quelque sorte son accord militaire avec les États-Unis et donc paye plus cher les États-Unis pour la présence des soldats américains sur son territoire. D'accord. On parle de 1,4 milliard de dollars par an. Ah oui, quand même. Pour 50 000 soldats, je crois, environ entre 40 et 50 000 soldats qui sont présents en Corée. Idem pour le Japon, qui du coup maintenant paye 2 millions de dollars. 2 milliards, pardon, 2 millions, ça serait quand même un peu cheap. 2 milliards de dollars pour justement la présence des soldats américains sur son territoire. Donald Trump réclame le double. Il demande 4 milliards pour la protection américaine en fait dans ces zones-là. Donc il y a une reconfiguration de la carte qui va se faire à un moment ou à un autre. Donc les négociations vont être assez musclées avec l'OTAN et l'Union européenne, j'imagine. Effectivement, on se dirige vers ça et surtout je pense à un repli qui s'inscrit vraiment dans la lignée américaine de l'isolationnisme en fait. On va y revenir, sauf si les États asiatiques... Je pense que une grosse partie de l'avenir, ou en tout cas de la grosse scène géopolitique dans les 4 prochaines années, va certainement jouer dans la zone Asie-Pacifique. C'est là où se joue un peu notre avenir à tous. Hein. Même le Maroc est indirectement concerné par ça. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Avant de justement parler de l'impact de cette politique peut-être de l'administration au Maroc, peut-être un angle très rapide. Par rapport à la place d'Elon Musk ou Donald Trump, Elon Musk n'a jamais caché le fait que il voulait avoir une place dans le nouveau département créé. Bon, c'était un peu du troll, le Dodge, voilà, pour continuer dans cette Department logique. of Government Efficiency.
Parce qu'il n'a jamais caché que l'un de ses modèles, d'ailleurs il l'a déjà rencontré, c'est Javier Javier. Milei, voilà, actuellement ce qu'il fait en Argentine. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai qu'il y a certains faits. Bon, là, les chiffres viennent tomber, l'Argentine reprend la croissance de manière très importante après une saignée, entre guillemets, économique, mais bon, il l'avait annoncé en même temps. Euh, Elon Musk et d'autres qui ont une vision très libertarienne des choses, est-ce qu'ils vont pouvoir imposer ça, enfin pas imposer, mais influencer Donald Trump par rapport à sa politique, sachant qu'il y a aussi une sorte d'establishment républicain classique au Sénat et tout, qui est un peu plus nuancé. Je dis libertarien, je dis cette volonté d'alléger au maximum l'État, moins d'intervention d'État possible, moins d'impôts possible, et plus d'autonomie auprès des États, auprès des entreprises, etc. Est-ce que c'est pas un peu utopique? Est-ce que c'était pas juste de la com ou du troll, comme on disait tout à l'heure? Peut-être que je me trompe et que ça va se retourner contre moi, mais Non, je pense certainement que, en fait, il y a une différence entre un donneur et un soutien, hmm, et un réel, et comme ce que tu décris comme étant l'establishment politique qui est établi et au final auquel Trump s'est adapté. oui, Euh, allez, euh, Elon Musk au maximum, ce qu'il va se voir confier, c'est peut-être une sorte de bureau spécial qui va être chargé. Pardon, je vais reprendre le terme de chez nous, mais de l'évaluation des politiques publiques. C'est le ministère qui est maintenant avec Karim Zidane et enfin qui était avec Marcin Ghezouli. C'est exactement ça ce qu'il va faire. d'accord, Il ne va pas aller plus loin que ça. oui, Donner. Peut-être que oui, bien sûr que Donald Trump va s'assouplir et justement va être plus compréhensif vis-à-vis du véhicule électrique, du composant chinois du véhicule électrique. Mais de là avoir une influence de toutes ces personnes-là, ou en tout cas de tous ces... Parce que Elon Musk a été un bailleur de fonds pour la campagne Trump. oui, Leur donner, ou en tout cas les placer au pouvoir, je n'y crois pas trop oui, personnellement. bon, effectivement. Il faut voir Et le puis choix là, le choix du VP. C'est pas non oui, plus un VP qu'il est parti chercher oui, de nulle part. Certes, c'est un hillbilly qui s'est adapté et qui est devenu Trumpiste par la force des choses. tout à fait. Mais au final, il appartient à l'environnement politique. Ce n'est pas des gens. On va Non. pas voir Javier Milei. Oui, exactement. Oui. Je pense pas en tout cas. Non, 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 ça m'étonnerait. Puis bon, après, il y a une mentalité aussi particulière aux États-Unis, un système en place. Il y a surtout une administration bien en place et qui a du pouvoir. Oui, Faut pas oublier ce côté-là. L'administration classique, l'administration au sens de l'administration au sens propre, a un pouvoir oui, aussi. oui, oui, tout à fait. C'est difficile de faire des shifts quand on arrive au pouvoir, même avec les idées les plus extrêmes qu'on peut avoir. C'est toujours une sorte d'adaptation à l'administration qui est en place. Exact. Il y a une affaire de compromis. Oui, 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 oui. Sinon, on peut ralentir l'approbation de tel document, c'est tellement facile. Hmm, Il y a des choses comme ça. Je pense, en tout cas. très bien. Alors justement, administration américaine, nouveau mandat de Donald Trump. Lors de son dernier, il a laissé, pas un cadeau, mais plutôt une déclaration et un décret qui a changé complètement, qui a été un shift, un game changer pour la diplomatie marocaine par rapport à sa première cause nationale, par rapport à la souveraineté du Maroc au Sahara. C'est en fin de mandat, donc il y a eu des accords signés, tripartites. Euh, Normalement, on avait prévu des investissements justement dans les provinces du Sud, ouverture d'un consulat, etc. À quoi peut-on s'attendre sur ce point précis maintenant que Donald Trump est de retour? Alors, à mon avis, tu l'as dit tout à l'heure, la première des causes est le shift géopolitique où le barycentre géopolitique sera dans la zone Indo-Pacifique et aussi la confrontation économique et commerciale avec la Chine. Exactement. Comment ça peut impacter les relations maroco-américaines et à quoi peut-on s'attendre avec ce retour de Donald Trump aux manettes? Alors justement, je pense qu'il y a deux côtés au retour de Donald Trump, en tout cas dans notre vision marocaine, il y a un côté positif. Bien sûr, il ne faut pas oublier cette déclaration, en tout cas la lettre présidentielle, qui justement, à travers laquelle les États-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara. Et en plus, c'est une lettre qui a un impact qui est
au-delà de son impact, c'est quelque chose aussi d'important. On a tendance à l'oublier, mais c'est le premier document écrit où on a un pays qui reconnaît la marocanité du Sahara C'est vrai. et qui fait force légale. C'est-à-dire que ce n'est pas. On ne va pas diminuer le geste d'Emmanuel Macron, en tout cas le geste français à l'égard du Maroc, mais ça reste cantonné à une lettre de chef d'État à chef d'État. Oui. Là, on a une lettre présidentielle qui fait office de loi et qui acte les choses directement. Mhm. Et on n'a pas retrouvé quelque chose de cette force-là depuis. Certes, il y a eu la lettre d'Emmanuel Macron au roi, mais il n'y a pas eu quelque chose d'aussi fort. Et surtout, la reconnaissance américaine avait permis de mettre en place un momentum, parce que s'il n'y avait pas cette lettre présidentielle, je pense qu'on ne serait pas dans la situation, ou en tout cas dans le momentum positif qu'on constate aujourd'hui sur ce dossier-là Tout à fait. au niveau marocain. On peut même le dire, la position de force dans laquelle est le Maroc par rapport au dossier. Et effectivement, il n'y aurait pas eu cela sans cet effet domino dû à cette signature. Oui, bien sûr. Il y a ce côté positif, le côté aussi que justement la politique de retrait américaine en fait touche quand même le Maroc, parce que du coup il y a besoin de forces en présence ou de puissances régionales qui doivent s'établir au niveau de l'Afrique du Nord et du Sahel. Il y a tous ces avantages-là. Mais je pense aussi qu'on oublie parfois certains inconvénients ou le fait d'être dans le mauvais côté de Donald Trump. Oui. Pour moi, il y a un exemple qui est marquant, c'est celui qui peut paraître léger, mais c'est l'organisation du Mondial 2026. Oui. Faut se rappeler qu'à l'époque, donc, on a le Maroc d'un côté, la candidature marocaine, et la fameuse candidature United 2026, États-Unis, Canada, Mexique, alors que C'est ils étaient surtout en les train de s'entre États-Unis. déchirer à l'époque parce que Donald Trump voulait mettre fin à l'ALECA. Oui. Il y a eu cette campagne-là, et bon, d'abord, je pense qu'il y a le journal The Athletic qui en parlait il y a quelques jours, ils ont consacré un article à ça. Il y avait une tentative de forcer la main, côté américain, de forcer la main au Maroc pour renoncer à sa candidature. D'accord. Mhm. Le Maroc a demandé des garanties. Bon, si on se retire de 2026, vous nous soutenez pour la suivante. Oui. Les États-Unis n'ont pas voulu donner ces garanties-là. Ok. Donc, s'en est suivi derrière toute une campagne, en fait, qui à la base devait être footballistique, mais est devenue très politique. Mhm. On se souvient Donald Trump qui est parti auprès de certains pays africains et leur dire vous savez quoi, peut-être que si vous ne soutenez pas la campagne, les aides financières et le soutien à l'ONU, il va sauter. Mhm. Faut pas oublier aussi que Donald Trump, par exemple, est parti solliciter ce que nous, au Maroc, on aime appeler des alliés traditionnels, des pays frères. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Plus que ça, l'Arabie Saoudite a fait campagne pour. Justement, j'allais en venir, Ouais. justement, c'est Donald Trump a cette capacité à retourner des alliances que nous, on pourrait croire traditionnelles. Oui. Même un pays comme, il me semble, à l'époque, la Guinée. Oui, la Guinée, j'ai peur de dire une La bêtise. Guinée, Ouais, ouais, tout il me à fait. semble la Guinée, Ouais. avec qui on venait signer des accords justement pour un approvisionnement de phosphate à prix réduit, à voter Ils avaient United dit qu'ils sont 2026. trempés dans le bouton. Oui, je crois, voilà, c'était ça, C'est ça, bon. c'était ça l'explication Bon, officielle, Ouais. qui se tient comme plein d'autres. Ouais, bon, je pense qu'ils étaient un peu. Ouais. Mais voilà, il a cette capacité-là, et aussi même dans le long terme, en tout cas dans la stratégie marocaine, même en termes de développement industriel, il faut jeter un coup d'œil à ce que Donald Trump Ah oui. pense. On est en train de développer un écosystème Le de Gigafactory. gigafactories pour la fabrication de batteries électriques, pour les véhicules électriques chinois. Est-ce que Bah ça, c'est bien que tu pour les en véhicules parles. chinois ou d'ailleurs autres qui peuvent approvisionner, pardon d'ailleurs je me corrige, mais d'autres constructeurs, mais Ça, c'est un point très important, parce que, bon, on en parlait, à mon avis, c'est le principal risque en termes de sécurité économique pour le gouvernement marocain, par rapport à cet écosystème dans lequel le gouvernement, le Maroc veut s'inscrire, les gigafactories, les investissements colossaux qu'il y a, cette transition. Bon, ça a profité, on a profité principalement de l'IRA, donc l'Inflation, Reduction Act, bon, du Biden Act. Voilà. oui. Est-ce que, à ton avis, il y a un risque? Bon, tu parlais tout à l'heure d'Elon Musk, des voitures dans la cirque la Chine. Est-ce que c'est risqué, enfin, avec le retour de Donald Trump, on risque d'être exposé, parce qu'on a profité en fait des accords de libre-échange qu'on a depuis 2004 avec les États-Unis. Est-ce qu'il y a un risque pour cet écosystème-là aujourd'hui?
il faut, à mon avis, c'est là où on jette un coup d'œil un peu, on essaye de prendre du recul sur le monde et la carte géopolitique. C'est là où, par exemple, je pense, moi je l'ai écrit hier justement dans mon édito, c'était de peut-être qu'une partie de l'avenir de l'industrie marocaine va se jouer à Taïwan. Oui, Et les Chinois aussi, je pense, en tout cas la Chine, comprend le côté compromis, deal maker de Trump. oui, Donc peut-être, est-ce que pour un Taïwan, Donald Trump obtient autre chose, un Pyongyang ou autre. oui. Il faut voir ce que ça va donner. Hmm. Et je pense que justement, c'est là où, en tant que Marocain, on doit un peu prendre un peu de recul et bien sûr qu'il y a eu des élans positifs, le Maroc se développe, etc., etc. Mais il faut aussi prendre un peu compte de notre place dans le monde. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus offensif? Là, je pense à la diplomatie économique du Maroc. Euh, on sait que le style Donald Trump est beaucoup dans le transactionnel. On sait qu'il y aura une bataille peut-être économique. Est-ce qu'il ne faut pas juste se préparer à aller à la bataille? Pas facile, mais aller, pas la confrontation directement, mais avec la mise en place d'actions d'anticipation, de démarches d'influence pour défendre nos intérêts économiques aussi. À mon avis, sur cette phase-là, et sur cette question-là, on doit être davantage peut-être en phase d'observation. Hmm. Parce que c'est ça le propre de cette réélection, en tout cas de ce retour de Donald Trump au pouvoir, en fait, c'est que c'est un monsieur qui est imprévisible. On ne sait pas comment il réagit. Ses colères peuvent être à la fois très lourdes et on en a profité d'ailleurs. Le Maroc a tiré profit d'une colère de Trump. Oui, C'est James Inhofe, ouais. le congressman américain qui refuse le budget de défense de Trump. Trump qui se dit, bah tiens, James Inhofe est un fervent soutien du Polisario. Je vais l'enquiquiner un peu, on va reconnaître la marocanité Ça, de c'est le ça. coup de maître de Jared Kushner, ce qu'il a Ouais. expliqué dans son bouquin. Et Justement, donc les coups de colère sont à la fois très positifs, mais à la fois peuvent être très négatifs et peuvent avoir un impact très négatif ouais, sur la relation. Donc à mon avis, c'est vraiment une question de wait and see. On ouais. est vraiment dans l'attente. Mais là où on pourrait, entre guillemets, se réjouir, c'est peut-être plutôt davantage sur le front politique et diplomatique. Justement, je vais faire une digression, je vais revenir un peu sur le Sahara. Oui, Mais l'avantage d'avoir un Trump au pouvoir, c'est aussi le côté, il veut accélérer les choses. hmm. On l'oublie peut-être un peu, mais la première moitié de mandat de Donald Trump, même avec un John Bolton qui était très pro-Polisario, en tout cas davantage côté Polisario à ses côtés, c'est l'administration Trump, sur le dossier du Sahara, a poussé à un certain rythme. Oui. On n'était plus sur un renouvellement annuel. Le dossier du Sahara se traitait en avril et en octobre, pas seulement en octobre comme maintenant. Il y a eu, et aussi le passage de Trump, faut pas oublier, c'était le moment où on a eu les fameuses tables rondes de Genève, Oui. où on a le Maroc, l'Algérie, le Polisario et la Mauritanie rassemblés autour d'une même table. Hmm. Et justement, Trump est en faveur de cette résolution rapide parce que lui, il est dans l'optique de... Il estime que les missions onusiennes, c'est de l'argent gâché Hmm. et que plus un dossier éclot rapidement, plus on peut faire des économies. Oui, Il a cette logique-là un peu transactionnelle. On ne peut pas désapprouver quand on voit la dernière observation de l'envoyé spécial, mais bon, ça c'est notre débat. C'est un autre débat. Mais Mais, justement, il a ce côté un peu finissons-en rapidement. ça c'est un point très important parce que bon, les échanges qu'on a eus dans l'opinion publique marocaine ces derniers jours, il y a deux visions. Il y en a qui disent, les plus pessimistes, disent Donald Trump, lui, il s'en fout du Maroc, le dossier marocain n'est pas prioritaire pour lui. Il y a d'autres dossiers, l'Union européenne, etc., la Chine. Et il y a une seconde vision, La Russie, l'Ukraine. voilà, Russie, l'Ukraine, etc. Seconde vision dans laquelle personnellement je m'inscris, et je pense, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'au contraire, je pense que les priorités stratégiques et géopolitiques des États-Unis, la priorité, elle est la même depuis l'administration Obama, le style change un peu, mais c'est cette confrontation avec la Chine. Ça, c'est clair. Le point de bascule, enfin, on sera toujours, la priorité sera vers la zone Pacifique, Taïwan, la Chine. Néanmoins, je pense que dans une optique de projection de puissance là-bas, il ne va pas laisser les arrières à découvert, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va vouloir conclure certains dossiers rapidement. C'est ça qui va pousser
un cessez-le-feu en Ukraine. En défaveur probablement des Ukrainiens, mais au moins dire, moi, voilà, les États-Unis ne vont plus en entendre parler, vous trouvez des accords, et l'Union européenne, l'OTAN et tout, vous débrouillez, vous mettez un peu plus la main à la pâte par rapport au budget. Au Moyen-Orient, on va voir comment ça va se profiler. Bon, je pense, je sais pas, pareil, il y a deux visions. Il y en a qui disent, on va laisser Netanyahou faire ce qu'il veut. Moi, personnellement, je pense, on va voir, hein, peut-être que je me lance, qu'il va peut-être mettre la pression pour un cessez-le-feu, tout en donnant des garanties par rapport à l'Iran, des choses comme ça. Et peut-être qu'il va continuer même, à mon avis, son objectif, c'est aussi d'étendre les accords d'Abraham et de rapprocher Israël et l'Arabie Saoudite. Mais même là, j'ai envie de te contredire. On parle d'étendre les accords d'Abraham, mais les porteurs des accords d'Abraham ne sont plus là. Oui, bon, c'est vrai, d'où la question, est-ce qu'ils vont revenir, pas revenir? Est-ce que le projet sera étendu? C'est là où tout le mystère se joue, en fait. Hmm. On ne sait pas, c'est vraiment l'imprévisibilité de Donald Trump à ce niveau-là. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et puis, bon, par rapport au dossier du Sahara, au Maroc, bon, on a 2 ans où il y a une majorité républicaine au Sénat au Congrès, ce qui peut faciliter des choses en termes de budget. On parle du prochain secrétaire d'État, si c'est Marco Rubio, ce serait aussi très. Je sais qu'il y a des liens en faveur du Maroc, enfin très positifs. Est-ce qu'il n'y a pas un momentum pour le Maroc, en tout cas, et, pour, en termes de diplomatie, conclure, je ne sais pas, mais avancer le maximum euh, pour conclure le dossier, on peut le dire. On voit qu'il y a, voilà, qu'il y a une convergence très importante en faveur du Maroc, même au sein du Conseil de sécurité, tu l'as rappelé, lors des dernières résolutions très en faveur du Maroc, les États-Unis qui sont penholder, la Russie qui s'abstient, etc. Est-ce que s'il y a une paix en Ukraine, s'il y a une volonté de concentrer les forces plutôt vers la zone Pacifique et vouloir conclure certains dossiers rapidement, est-ce qu'on peut envisager que, allez, alors, on va pas dire, on va voir comment ça va se profiler, mais en tout cas, de pouvoir avancer et conclure le dossier de conclure le dossier en faveur du Maroc. Je pense que c'est un peu optimiste. On est sur quelque chose qui, je pense, relève davantage du temps long. C'est Toujours? Ça fait regarde. presque 50 ans. Non, mais regarde, bah justement, sur 50 ans, il faut voir où est-ce qu'ont eu lieu les acquis qu'on a pu faire. Oui. Les acquis ont pris presque autant de temps au final, hein. Oui. La reconnaissance américaine, c'est 2020, la reconnaissance française, on est en 2024. Mais Et je suis désolé d'insister, mais est-ce que justement avec un président qui lui veut tout faire dans le temps court, tout son style est basé sur ça, il n'y a pas justement un angle, un momentum à presser pour que nous aussi on donne un petit coup d'accélérateur? ouais, Je ne dis pas que ça, tout va être réglé. ça serait oublier un cadre plus large où, justement, bah, on en parlait, on a des acteurs comme la Russie et la Chine qui parfois se placent en opposition pour être en opposition. Oui. Est-ce que la Russie et la Chine ont envie de donner des coups d'effranche à Donald Trump? Oui, pas sûr. Pas sûr. Hmm. Et donc, faut pas oublier qu'il y a ces acteurs-là qu'il faut. Bien sûr que le Maroc. Enfin, Je suis il d'accord. y a un travail qui se fait niveau marocain à ce niveau-là, hein. Faut rendre à César ce qu'il y a à César, hein, mais les développements avec la Chine, bien sûr que le but c'est de créer un partenariat qui abonderait dans le sens d'une reconnaissance de notre souveraineté sur les provinces du Sud. Bien sûr il y a ce côté-là. Mais je pense que c'est un temps plus long pour Oui. convaincre l'ensemble des acteurs. Ou en tout cas, il faut vraiment qu'il y ait un alignement des étoiles incroyable, hein. Ce qui pourrait arriver un jour, hein. On n'est pas à une Ouais. surprise près, mais. On peut avoir un peu de baraka, le Maroc on a. Ce qui s'est passé avec Inoff, Ouais. notamment. Mais pourquoi pas? Mais voilà, c'est des petits événements, des cartes que la diplomatie marocaine a su déployer au bon moment, Hmm. qui ont pu jouer sur ça. Oui. Mais faut aussi se rendre compte que il y a le Conseil de sécurité, c'est un P5, on a parlé des États-Unis, de la France, Hmm. donc il y a la Chine, mais la Chine a quand même une certaine relation avec l'Algérie, hein, Bien sûr. ils s'organisent sur des plans quinquennaux. Hmm. Bon, c'est pas les 25 ans sur lesquels on projette avec la France, mais il y a quand même Oui. cette idée de se projeter avec l'Algérie. La Russie aussi, bien sûr qu'il y a une approche à ce niveau-là. Mais la Russie, par exemple, on parle de son abstention, par exemple, au projet, en tout cas au projet d'amendement qu'avaient présenté
les Algériens pour étendre le mandat de la MINURSO à une observation des droits de l'homme. Mais il ne faut pas oublier que c'est une position traditionnelle de la Chine. De la Russie, pardon. La Russie, dès qu'ils entendent le mot droits de l'homme, il y a une sorte d'allergie en disant non, nous on ne veut pas inclure les droits de l'homme dans tout ce qui est résolution politique à l'ONU. C'est un principe de base, on va dire, pour les Russes. Donc je ne pense pas qu'il faut lire dans ces positions-là, en fait. Je suis d'accord. D'ailleurs, bon, il y a dans l'opinion publique, beaucoup disent que la Russie est hostile au Maroc sur le dossier au niveau des Nations Unies. C'est pas la bonne grille de lecture. Ils n'auraient pas dit ça en 2013. Effectivement. Typiquement, quand les États-Unis voulaient introduire cette mission d'observation des droits de l'homme, et c'est les Russes qui ont absolument freiné des cas de fer. Tout à fait. Avec les Français et les Chinois, effectivement. Non, c'est une question, justement, c'est ça ce qui est, entre guillemets, beau et intéressant dans tout ce jeu géopolitique et dans les relations internationales, c'est que c'est des questions de momentum et d'hommes qui saisissent les opportunités au bon moment. Oui. Donc peut-être que l'alignement des étoiles aura lieu, mais de manière réaliste et objective, vu le temps qu'on prend, c'est quelque chose qu'on fait sur le temps long, mais ce travail sur le temps long, il commence à rapporter finalement. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être une dernière question. Quels seraient les grands défis? Alors, il y a effectivement le dossier de notre souveraineté au Sahara. Il y a la question commerciale, industrielle pour notre modèle. Maroc se projette par rapport à certains... il y a des échéances importantes qui viennent d'ici 2030, la Coupe du Monde et tout. Quels seraient peut-être les grands défis des relations maroco-américaines dans les années à venir, que ce soit pour ce mandat avec Donald Trump, mais aussi par rapport à cette timeline, entre guillemets? Je pense qu'il y a une idée que la diplomatie marocaine a pas mal déployée dans ses relations avec les autres pays, avec les partenaires clés. C'est l'idée de diversifier, sanctuariser. Diversifier en fait pour sanctuariser une relation. C'est ce qu'on a fait pas mal avec nos partenaires européens, en tout cas ce que la diplomatie marocaine a pas mal fait avec les partenaires européens, c'est-à-dire étendre tellement les domaines de coopération que cette coopération devient incontournable. Et je pense qu'il y a cet effort-là qui est en train d'essayer d'être fait aux États-Unis. Bon, petit à petit, au niveau commercial, faut pas se mentir, on est un petit pays qui veut servir un continent. Et donc, essayer d'équilibrer la balance, ça va être quelque chose de difficile. Mais je pense qu'il y a des autres insights dans lesquels on peut essayer de se mettre en place. Typiquement, quelque chose que la diplomatie marocaine ou que notre pays sait très bien faire en général, c'est le déploiement de la culture et se servir de la culture comme un atout. Ça peut paraître désuet, je le sais. Pas du tout. S'inspirer des Américains, parce que les pères du soft power, c'est les Américains. Joseph Nye. Donc oui. Il faut voir maintenant, par exemple, comment ce soft power marocain et ce pouvoir culturel marocain est déployé, par exemple, en Europe. Sauf que nous, on n'a pas encore. L'Europe, c'est facile parce qu'il y a une certaine proximité, il y a des communautés, etc. Tout à fait. Mais je pense que c'est vraiment essayer de diversifier dans tous les domaines. Oui. C'est-à-dire trouver des entreprises américaines avec lesquelles il faut collaborer dans le domaine de l'énergie. Oui. Les faire investir au Sahara, maintenant qu'elles le peuvent d'ailleurs. Oui, elles le peuvent. À Dakhla, à Laayoune. Les entreprises tech aussi. Voilà, encourager l'établissement d'entreprises tech, à mon avis, c'est jouer sur ces canaux de diversification. Parce que la relation maroco-américaine est, on va dire, très politique d'abord, plus que les autres, entre guillemets, échiquiers, plus que la partie culturelle ou économique. Exactement. Et à mon avis, c'est essayer d'installer, peut-être créer des antennes de champions marocains. On voit par exemple l'UM6P qui commence à se mettre en place aux États-Unis. Tout à fait. Créer du pôle de recherche commun. C'est peut-être ça aussi. Je pense que l'avenir doit jouer sur ça en fait. C'est mettre en place ces pôles de coopération, que ce soit dans les études supérieures, dans l'énergie, dans la préservation de l'eau, même si je pense que pour les Américains, ils n'ont pas le même souci que nous. Oui. Mais c'est créer ces pôles de coopération en fait où on devient peut-être on peut pas, il est difficile de devenir indispensable pour les États-Unis, sauf si on s'appelle la Chine. Oui. Mais en tout cas, créer une sorte de besoin et d'intérêt à ce niveau-là et réussir à mettre en place des intérêts américains qui sont pas facilement déboulonnables. Très bien. L'ancrer en fait davantage et diversifier davantage. Mais bon, ça, ce n'est que l'opinion d'un humble journaliste à la base. Non, c'est excellent. C'est excellent. On retiendra effectivement cette diversification importante. On a quand même des relations historiques. Le Maroc est le premier pays à avoir reconnu les États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'on dit
On n'avait pas de répéter, mais finalement, je trouve ton approche intéressante de dire qu'on a gardé que ce canal politique, alors que bon, ce serait intéressant d'aller observer ou plutôt trouver effectivement d'autres canaux d'échange et de partage. Il y a des forces de frappe, hein. Par exemple des communautés marocaines qui sont installées, qui sont Oui, bien installées, très qui sont brillantes, très brillantes. présentes et qui agissent beaucoup au sein de leur communauté aux États-Unis Effectivement. et très attachées à leurs racines marocaines aussi. Ouais. Et puis bon, ça rejoint le discours du souverain là, par Sans le vouloir, rapport, hein, voilà, tout franchement. à fait, effectivement, par rapport à la place des Marocains résidant à l'étranger. Donc effectivement, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. C'est un très joli mot pour la fin. Bah, Merci beaucoup Yacine d'avoir merci de accepté m'avoir accueilli. notre invitation. Et puis au plaisir de refaire peut-être un À autre très podcast. bientôt. Ouais. Et pour tous ceux qui veulent en tout cas nous suivre ou continuer à suivre un peu notre vision d'actualité, bah, je les invite surtout On a un hebdomadaire qui sort chaque semaine qui s'appelle Tel Tel Quel. quel. Et on a un site telquel.ma où vous pouvez justement lire un peu tout ce qu'on fait comme analyse et contenu sur ce sujet-là, sur lequel on a beaucoup travaillé, mais aussi d'autres sujets très intéressants, je peux Et vous je vous le dis assurer. honnêtement en tant que lecteur, avec d'excellents dossiers, notamment voilà, sur tous les axes de la diplomatie marocaine et de la géopolitique. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Merci, merci à toi. Merci à toi, Yacine. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast qui est sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Et puis voilà, on essaiera de vous concocter toujours certains sujets sur tout ce qui concerne la culture stratégique de manière générale, l'aspect voilà, diplomatique comme on l'a évoqué aujourd'hui, mais aussi des éléments liés à la stratégie d'entreprise ou les stratégies pour la vie de tous les jours qui peuvent vous servir. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.